au bout du bout, ce qui fait le dynamisme et la capacité d'innovation et d'adaptation d'une économie, de flexibilité d'une économie. Pour la flexibilité, il faut le marché, il faut des banques, mais il faut surtout une main-d'œuvre formée. Et la flexibilité industrielle, qui est la flexibilité importante en cas de guerre, c'est la production d'ingénieurs. Et puis derrière, de techniciens et d'ouvriers qualifiés. Et là, si on compare les États-Unis et la Russie, on arrive à des résultats stupéfiants. Parce que les États-Unis doivent être à 330 millions d'habitants et la Russie à 146 millions d'habitants. Mettons que les cohortes d'étudiants soient les mêmes proportions en tous les pays. Mais du simple fait que parmi les étudiants américains, 7% font des études d'ingénieurs et qu'en Russie, c'est 25%, si on utilise simplement les populations nationales, la Russie forme 30% d'ingénieurs en plus. C'est ça qui explique le fait que la Russie a survécu aux sanctions de 2014. Que la Russie, qui produisait 40 millions de tonnes de blé à la veille de l'invasion de la Crimée, doit être à 90 millions de tonnes maintenant. C'est ça qui explique aussi la diminution concomitante de la production de blé, je dirais, aux États-Unis. C'est ça qui explique que la Russie soit devenue le premier exportateur de centrales nucléaires. C'est ça qui explique que la Russie ait dépassé les États-Unis en termes de capacité nucléaire avec ses missiles hypersoniques, alors qu'en 2007, il y a eu un article dans Foreign Affairs qui menaçait les Russes, quasiment, d'une première frappe nucléaire qui les laisserait hors d'état de réagir. La flexibilité, la réactivité de l'économie russe est dans ses formations d'ingénieurs. Bon, c'est vrai que les Américains, c'est la force de l'Amérique depuis l'origine, c'est l'importation, je dirais, de main-d'œuvre scientifique, d'ingénieurs, etc. Mais c'est une force et une fragilité supplémentaire, puisque la majorité, ils doivent importer la moitié de leurs ingénieurs scientifiques, les États-Unis. Mais c'est des Indiens et c'est des Chinois. Donc, vous voyez, c'est quand vous faites de l'analyse réaliste de l'économie américaine, d'une économie américaine qui veut se détacher de la Chine et asphyxier la Chine, combat sur les puces électroniques et toutes ces choses-là, mais qui, dans son état actuel, pour contrer la Chine et bloquer, arrêter ses importations de biens en provenance de Chine, ne peut le faire qu'en important de la main-d'œuvre chinoise très qualifiée. La Chine produit, est en période ascensionnelle sur le plan éducatif. La Chine fait partie de ces pays en développement où les professions de transformation de la matière, je parle des ingénieurs, parce que c'est plus facile à mesurer, mais il y aurait les ouvriers qualifiés, sont ou restent des choses importantes. L'homme, c'est l'homme qui fabrique. Je veux dire, l'hominisation, c'est la fabrication d'objets. Et en fait, ce qui se passe, les comportements chinois ou russes ou indiens ou iraniens, etc., sont juste dans la logique habituelle de l'histoire humaine. C'est l'évolution des sociétés occidentales à travers la délocalisation de leurs activités industrielles qui ont fini par dévaloriser ce travail de transformation de la matière et qui ont fini par se désarmer sur le plan industriel. Donc on a une situation bizarre qui n'est plus du tout ce qu'on pourrait appeler le monde d'avant sur le plan économico-militaire. Revenons à la Deuxième Guerre mondiale. On parle de la Troisième. Revenons à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, au final, ça a été, encore une fois, c'est des hommes qui souffrent, c'est des populations qui sont bombardées, c'est les horreurs de la guerre. Il n'y a pas de problème. Et au final, c'est quand même un affrontement de systèmes industriels. Je veux dire, l'Allemagne nazie a été battue ultimement parce qu'elle n'avait aucune chance face à une Amérique qui produisait 45% des biens industriels du monde. Mais même avant ça, les Soviétiques ont gagné parce qu'ils ont été capables de produire plus de chars que les Allemands. C'est une victoire industrielle, la victoire de la Russie de Staline. Mais c'était une époque où le pays victorieux par excellence, qui a construit un empire à la fin de la guerre, c'était les États-Unis.
Mais les États-Unis, en termes de production, proportion de la production industrielle de la planète, ils sont passés, dans les décennies récentes, de ces 45%. Je ne sais plus quel est le chiffre le plus récent, si c'est 17% ou autre. Et encore, il faudrait déflater en fonction de valeurs de marché et autres. L'Amérique, en fait, on ne sait même pas ce qu'elle est capable de produire. Pendant que je suivais le développement de la guerre, ce qui était frappant, là, je dirais que le site de CNN n'était pas mauvais. C'était le premier que j'ai vu systématiquement se poser des questions de remise en activité des chaînes de production de missiles. Hein, je dirais, les javelins, on en a donné beaucoup, les Stinger, beaucoup, etc. Maintenant, les chars, pareil. Et donc en fait, on évolue vers une situation, je dirais, plus réelle, où la guerre redevient ce qu'elle a toujours été à l'époque moderne, c'est-à-dire un affrontement de systèmes industriels. Et c'est pour ça, je dirais, je pourrais conclure en disant, et c'est pour ça qu'on ne peut pas connaître l'issue de la guerre, mais je pourrais presque également conclure en disant, et c'est pour ça qu'on la connaît. On ne peut pas connaître l'issue de la guerre parce que, en fait, on ne sait pas quelles sont les capacités réelles de production d'industrie russe. C'est-à-dire, on ne sait pas à quel rythme ils peuvent renouveler leur stock de missiles, d'armements, d'obus, etc. On sait au stade actuel qu'il y a un problème d'alimentation en obus ou équivalent de l'armée ukrainienne. Mais on ne sait pas si les États-Unis sont capables, en fait, de se remettre à produire en masse ce qu'il faut pour une guerre d'attrition. Et en ce sens, la guerre est très incertaine.